a friend of mine on murder. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Arne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je profite du pont de l'Ascension pour vous en tourner pas mal. Aujourd'hui, je vous ai lu le premier chapitre de ça, de Stephen King, en espérant que ça va vous plaire. Pour certains qui connaissent, peut-être que vous allez le redécouvrir, mais c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas ce monument de la littérature horrifique. Je vous ai lu le premier chapitre. J'ai essayé d'y mettre le plus d'intonation possible, de le lire de la meilleure des manières. Je vous ai rajouté des sons d'ambiance. J'espère que ça va vous plaire et que ça va surtout vous donner envie de lire la suite. Et notamment pour toi, Adrien, je me rappelle que tu n'avais pas encore lu ce roman. J'espère que ça va plaire à tout le monde. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine. Bon visionnage et surtout, bonne écoute. Ça, par Stephen King. C'est avec gratitude que je dédie ce livre à mes enfants. Ma mère et ma femme m'ont appris à être un homme. Mes enfants m'ont appris à être libre. Naomi Rachel King, 14 ans. Joseph Hillstorm King, 12 ans. Owen Philip King, 7 ans. Enfant, la fiction n'est que la vérité que cache le mensonge. Et la vérité cachée dans ce récit est suffisamment simple. La magie existe. Aussi longtemps qu'il me souvienne, ce vieux patelin, c'était chez moi. Je serais mort depuis longtemps que ce patelin sera toujours là, à l'ouest, à l'est. Faut le regarder de près. Tu t'es pas arrangé, et je t'ai toujours dans la peau. Michael Stanley Band. Mon vieil ami, que cherches-tu? Après tant d'années ailleurs, voici que tu reviens. Plein d'images entretenues, sous d'autres cieux, loin, très loin de la mère patrie. George Sefris. Première partie, tout d'abord, l'ombre. Elle commence. Les perfections s'affinent. La fleur déploie ses pétales colorés, grande ouverte au soleil, mais la langue de l'abeille les manque. Elle se retourne dans la terre grasse en criant. On peut appeler cri ce qui les parcourt, frisson, avec lequel elles se flétrissent et disparaissent. William Carlos Williams, Patterson. Venu au monde dans la ville d'un mort. Bruce Springsteen. Chapitre 1. Après l'inondation, 1957. La terreur, qui n'allait cesser qu'au bout de 28 ans, mais a-t-elle vraiment cessé, s'incarna pour la première fois, à ma connaissance, dans un bateau en papier journal dévalant un caniveau gorgé d'eau de pluie. L'esquive vacilla, gîta, puis se redressa, plongea crânement dans de perfides tourbillons et descendit ainsi Witcham Street jusqu'au carrefour avec Jackson Street. Tous les feux de signalisation étaient éteints en cet après-midi de l'automne 1957 et pas une maison n'avait de lumière. Cela faisait une semaine qu'il pleuvait sans discontinuer et depuis 2 jours, le vent s'était mis de la partie. La plupart des quartiers de Derry se trouvaient toujours privés d'électricité. Un petit garçon en ciré jaune et caoutchouc rouge courait gaiement à côté du bateau de papier. La pluie, moindrue, crépitait, pour son oreille, comme sur un toit de tôle. Bruit agréable, presque rassurant. Il s'appelait George Dembro et avait 6 ans. Son frère William, connu de la plupart des gosses de la communale comme des maîtres, qui ne se seraient pas permis de l'appeler ainsi devant lui, sous le sobriquet de Bill le Bègue, octait à la maison les dernières quintes de toux d'un méchant rhume. En cet automne 1957, 8 mois avant les vrais débuts de l'épouvante qui allait durer 28 ans, Bill le Bègue avait 10 ans. C'est Bill qui avait conçu le bateau que faisait naviguer George. Il l'avait fabriqué dans son lit, adossé à une pile d'oreillers, tandis que leur mère jouait au piano la lettre à Élise dans le salon, et qu'au dehors la pluie balayait inlassablement les fenêtres de la chambre.
Un peu avant l'intersection au feu éteint, Witcham Street était interdite à la circulation par des fumigènes et 4 barrières oranges. Sur chacune, on pouvait lire « Travaux publics de Derry ». Au-delà, la pluie avait débordé des caniveaux qu'encombraient branches, cailloux et feuilles agglutinées en tas épais. L'eau avait tout d'abord, comme du bout des doigts, foré de petits trous dans la chaussée, avant de l'emporter à grandes poignées avides dès le 3e jour de pluie. À midi, le 4e jour, c'était par plaques entières que le revêtement dévalait la rue jusqu'au carrefour de Witcham et de Jackson, comme autant de radeaux miniatures. On avait lancé, un peu nerveusement, les premières plaisanteries sur Noé et son arche ce même jour. Les services de voirie de Derry avaient réussi à maintenir ouverte Jackson Street, mais Witcham Street restait impraticable depuis les barrières jusqu'au centre-ville. Le pire était pourtant passé de la vie générale. Le Canduskig n'était pas sorti de son lit dans les friches mortes et était monté à quelques centimètres des berges en ciment du canal qui l'endiguait pour franchir le centre-ville. Juste à ce moment-là, une équipe d'hommes qui comprenait entre autres Zach Denbrough, le père de Bill et George, retirait les sacs de sable entassés la veille dans une hâte fébrile. La crue avait en effet paru inévitable, avec son cortège de dégâts. Celle de 1931 avait fait plus de 20 victimes et coûté des millions de dollars. On avait retrouvé l'un des corps à 40 km de Derry. Les poissons lui avaient dévoré les 2 yeux, le pénis, 3 doigts et l'essentiel de son pied gauche. Le malheureux serrait encore le volant d'une Ford dans ce qui restait de ses mains. La rivière venait cependant d'entamer sa décrue et grâce au nouveau barrage de Bangor, en amont, cesserait bientôt de constituer une menace. Telle était du moins l'opinion de Zach Denbrough, employé d'hydroélectricité Bangor. Pour l'instant, il fallait faire face à la situation, rétablir le courant et oublier ces mauvais moments. À Derry, la faculté d'oublier les tragédies et les désastres confinés à l'art, comme Bill Denbrough allait le découvrir avec les années. George fit halte juste après les barrières, au bord d'une ravine creusée dans le goudron selon une diagonale presque parfaite qui traversait Witcham Street. Elle aboutissait de l'autre côté de la rue, à environ 12 mètres en contrebas de l'endroit surélevé où il se tenait. Il éclata de rire. Manifestation solitaire de joie enfantine, rayon de soleil trouant la grisaille de l'après-midi, tandis que son bateau était happé par les remous des rapides à l'échelle réduite qui dévalaient la ravine. Il passa ainsi d'un bord de Witcham Street à l'autre, tellement vite que George dut courir pour se maintenir à sa hauteur. L'eau boueuse jaillissait sous ses caoutchoucs, dont les boucles cliquetaient gaiement, alors qu'il se précipitait vers son étrange mort. Il se sentait tout plein, à cet instant-là, d'un amour clair et simple pour Bill. Amour un peu attristé du fait de l'absence de son frère, avec qui il aurait voulu partager sa joie. Certes, il essaierait de lui décrire ses aventures une fois à la maison, mais il savait qu'il serait incapable de les lui faire voir comme Bill. Dans le cas contraire, les lui aurait fait voir. Bill lisait bien, écrivait bien, mais ce n'était pas uniquement pour cela qu'il raflait tous les premiers prix en classe. George, en dépit de sa jeunesse, s'en rendait compte lui-même. Bill savait raconter, mais surtout, il savait voir. George s'imaginait maintenant que son bateau était une vedette lance-torpille, comme celle qu'il voyait dans les films de guerre au cinéma de Derry le samedi en matinée, avec son frère. John Wayne contre les Japs. La proue de papier journal soulevait de l'écume comme un vrai navire et atteignit ainsi le caniveau gauche de Witcham Street. Un autre ruisselet convergeait sur ce point, et le tourbillon qui en résultait risquait de le faire chavirer. Le bateau pencha de façon alarmante, et George poussa un cri de joie quand il le vit se redresser, pivoter et se précipiter vers le carrefour. George accéléra pour le rattraper. Au-dessus de lui, les rafales aigres du vent d'octobre secouaient des arbres que la tempête avait presque complètement dépouillés de leurs feuilles richement colorées. Moisson brutale. 2. Assis dans son lit, les joues encore enfiévrées, même si, comme la Canduskig, la fièvre allait en décroissant, Bill venait de finir le bateau, mais le mit hors de portée lorsque George tendit la main. Va me chercher la paraffine, maintenant. La quoi? C'est où? Dans la cave, sur l'étagère. Dans une boîte où il y a écrit golf. Apporte-la moi avec un couteau, un bol et des allumettes. George ne discuta pas. Sa mère jouait toujours du piano, un autre morceau, plus sec et prétentieux,
qu'il n'aimait pas autant que la lettre à Élise. La pluie tambourinait régulièrement contre les vitres de la cuisine. Tous ces bruits étaient plutôt rassurants. Pas comme l'idée de la cave. Il ne l'aimait pas et n'aimait pas en descendre les marches, s'imaginant toujours qu'il y avait quelque chose en bas dans le noir. Idiot, bien sûr, comme disaient son père et sa mère, mais surtout comme disait Bill. Et pourtant, même ouvrir la porte pour allumer lui répugnait, car c'était si exquisément stupide qu'il n'aurait osé en parler à personne. Car il redoutait qu'une horrible patte griffue ne vienne se poser sur sa main au moment où elle cherchait le bouton pour le projeter dans les ténèbres au milieu des odeurs d'humidité et de légumes légèrement décomposés. Stupide, de choses griffues et velues, bavant du venin, ça n'existait pas. De temps en temps, un type devenait cinglé et tuait plein de gens. Chet Huntley en parlait parfois au journal du soir. Et bien sûr, il y avait les communistes, mais pas de monstres à gomme habitant la cave. Il n'arrivait cependant pas à chasser cette idée. Au cours de ces interminables instants pendant lesquels il tâtonnait de sa main droite à la recherche de l'interrupteur, tandis que sa main gauche étreignait l'encadrement de la porte, la cave lui semblait remplir l'univers, et les odeurs d'humidité, de poussière et de pourriture se confondaient en une seule, inéluctable, celle du monstre. Le monstre, l'odeur d'une chose sans nom. Ça sentait ça qui était accroupi, prêt à bondir, une créature prête à manger n'importe quoi, mais particulièrement friande de petits garçons. Ce matin-là, il avait ouvert la porte et cherché interminablement le bouton, agrippé au chambranle, les yeux fermés, le bout de la langue dépassant du coin de la bouche, comme une racine cherchant désespérément l'eau dans un désert. Marrant, tu parles. Tu ne t'es pas vu, Georgie. Georgie qui a la frousse du noir. Quel bébé. Le son du piano avait l'air de lui parvenir d'un autre monde, très loin, comme le bavardage et les rires de la foule sur une plage parviennent aux nageurs épuisés qu'emporte un courant sournois. Sa main trouve le bouton. Ah, le tourne. Rien, pas de lumière. Ah, flûte, le courant. George retira son bras comme d'un papier de serpent. Il recula d'un pas, le cœur cognant dans sa poitrine, la panne d'électricité évidemment. Il l'avait oublié. Jésus-Christ. Et maintenant, allait-il retourner dire à Bill qu'il ne pouvait pas ramener la paraffine parce qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il avait peur d'être confronté à quelque chose dans l'escalier? Pas un communiste ou un assassin maniaque. Non, mais à quelque chose de pire. Qu'une main putréfiée allait ramper sur les marches et venir le saisir à la cheville. Un peu trop gros tout de même. D'autres riraient. Mais pas Bill. Il serait furieux. Il dirait « Grandis un peu, Georgie. Veux-tu ce bateau, oui ou non ?» Comme si cette idée l'avait traversé, Bill lança de la chambre. Tu prends racine ou quoi, Georgie ? Non, je l'ai, Bill, répondit-il aussitôt, se frottant le bras pour en faire disparaître la chair de poule qui le trahissait. J'en ai profité pour boire un verre d'eau. Grouille ! Il descendit donc les 4 marches qui le mettaient à portée de l'étagère, le cœur dans la gorge, les cheveux de la nuque au garde à vous, les mains glacées, convaincu qu'à tout instant la porte de la cave allait se refermer toute seule, obstruer la lumière qui tombait des fenêtres de la cuisine, et qu'il entendrait alors ça, qui était pire que tous les cocos et les assassins du monde, pire que les Japs, pire qu'Attila, pire que les abominations de 100 films d'horreur. Et son grondement grave emplirait ses oreilles pendant quelques secondes folles, avant qu'il ne se jette sur lui pour lui déchirer les entrailles. L'odeur était pire que d'habitude, à cause de l'inondation. La maison sur Witcham Street n'était pas loin du sommet de la colline, et avait donc échappé au pire. Mais l'eau s'était infiltrée dans les anciennes fondations, et l'air en puantis invitait à ne respirer qu'à petits coups. George farfouilla aussi vite qu'il put parmi tout ce qui encombrait l'étagère. Des vieilles boîtes de cirage kiwi, des chiffons, une lampe à pétrole inutilisable, des bouteilles à peu près vides, une ancienne boîte plate de cire, la tortue. Celle-ci attira son attention sans raison, et il y passa bien 30 secondes, hypnotisé, à admirer la tortue qui ornait le couvercle. Puis il la rejeta et vit enfin, derrière, la boîte carrée avec le mot « Gulf » écrit dessus. George s'en empara vivement et bondit vers la porte, soudain conscient qu'un pan de sa chemise dépassait, et convaincu que cela signifiait la fin pour lui. La chose dans la cave allait presque le laisser sortir, puis le saisirait par la chemise, le ferait tomber, et il referma bruyamment la porte dans son dos. Il y resta appuyé,
les yeux clos, transpirant du front et des aisselles, agrippé à la boîte de paraffine. Le piano s'arrêta et la voix de sa mère flotta jusqu'à lui. « Tu devrais la fermer un peu plus fort une autre fois, Georgie. Peut-être arriveras-tu à casser l'une des assiettes du service dans le dressoir si tu essayes vraiment. »« Je m'excuse, maman. »« Espèce de taré !» C'était Bill, parlant à voix basse pour ne pas être entendu de leur mère. Georgie eut un petit reniflement. Sa peur s'était évanouie aussi rapidement qu'un cauchemar, lorsqu'on se réveille et qu'on regarde autour de soi pour s'assurer que rien de cela n'était vrai. Un pied par terre, on en a oublié la moitié. Sous la douche, les 3/4. Et au petit déjeuner, il n'en reste plus rien. Plus rien jusqu'à la prochaine fois, où sous l'emprise d'un nouveau cauchemar, toutes les frayeurs remonteront. « Cette tortue ?» se dit George en tirant le tiroir où se trouvaient les allumettes. « Où est-ce que je l'ai déjà vue ?» La question resta sans réponse, et il n'y pensa plus. Il prit les allumettes, le couteau, lame tournée à l'extérieur, comme papa lui avait appris, et le petit bol qu'il trouva sur le dressoir dans la salle à manger. Puis il retourna dans la chambre de Bill. « Qu'est-ce que t'es troudu, Georgie ?» dit Bill d'un ton aimable, en repoussant l'attirail de malade qui encombrait sa table de nuit. Un verre vide, une carafe, des Kleenex, des livres, un flacon de Vicks, dont l'odeur resterait pour Bill éternellement associée aux bronches chargées et au nez coulant. Sans oublier le vieux poste Philco, qui ne jouait ni Chopin ni Bach, mais un air de Little Richard, très doucement, si doucement même, qu'il en perdait toute sa force primitive. Leur mère, pianiste formée à la Juilliard School, avait le rock and roll en horreur. « Je suis pas un trou-duc, dit George, qui s'assit sur le bord du lit et posa les objets sur la table de nuit. « Si, rien qu'un grand trou-duc marron sur pattes. » George essaya d'imaginer un gosse correspondant à cette description et se mit à pouffer. Ton trou-duc est plus grand qu'Augusta, dit Bill, qui pouffa à son tour. Ton trou-duc à toi est plus grand que tout l'État, répliqua George, ce qui suffit à plier les deux garçons en deux pendant plus d'1 minute. S'ensuivit une conversation à voix basse, de celles qui n'ont de sens que pour les petits garçons. Qui était le plus gros trou-duc? Qui avait le plus gros trou-duc? Quel trou-duc était le plus marron? Et ainsi de suite. Finalement, Bill lâcha l'un des mots interdits, accusant George d'être un gros trou-duc marron merdeux. Et ils éclatèrent de rire, ce qui déclencha une quinte de toux chez Bill. Elle s'atténuait un peu. Le visage de Bill avait pris une teinte aubergine qui commençait à inquiéter George. Lorsque le piano s'arrêta, tous deux regardèrent en direction de la porte, l'oreille tendue vers le grincement du tabouret et le bruit des pas impatients de leur mère. Bill enfouit la tête dans le creux de son bras, étranglant la fin de la quinte, tout en indiquant la carafe de sa main libre. George lui versa un verre d'eau qu'il avala. Le piano reprit de nouveau la lettre à Élise. Jamais Bill LeBeg n'oublierait ce morceau. Bien des années plus tard, elle lui donnerait encore la chair de poule. Le cœur lui manquerait et il se dirait « C'était ce que jouait maman le jour de la mort de George. »« Tu vas encore tousser, Bill ?»« Non. » Bill tira un Kleenex dans lequel il fit tomber un crachat épais avant de le rouler en boule et de le jeter dans une corbeille déjà à demi pleine de déchets identiques. Puis il ouvrit la boîte de paraffine et prit un cube à l'aspect cireux du produit dans le creux de la main. George l'observait attentivement mais en silence. Bill n'aimait pas être bombardé de questions quand il faisait quelque chose, et George savait que son frère finirait par lui donner des explications s'il se taisait. À l'aide du couteau, Bill coupa un petit morceau de paraffine qu'il plaça dans le bol. Puis il enflamma une allumette et la posa dessus. Les deux garçons observaient la petite flamme jaune tandis que le vent lançait des rafales affaiblies contre la fenêtre. « C'est pour l'imperméabiliser. Sinon il va s'imbiber d'eau et couler, dit Bill. Avec George, son bégaiement s'atténuait pour disparaître parfois complètement. À l'école, en revanche, il pouvait être tel qu'il lui était impossible de parler. Tandis que ses camarades regardaient ailleurs, il restait paralysé, étreignant les rebords de son bureau, la figure prenant peu à peu la même teinte rouge que ses cheveux, les yeux réduits à 2 fentes par l'effort qu'il faisait pour chasser 1 ou 2 mots de sa stupide gorge. La plupart du temps, les mots finissaient par sortir. Parfois rien ne venait. Une voiture l'avait renversé quand il avait 3 ans,
et il était resté 7 heures inconscient. Maman attribuait à cet accident l'origine du bégaiement. George avait quelquefois l'impression que son père, et Bill lui-même, n'en étaient pas aussi sûrs. Dans le bol, la paraffine avait presque complètement fondu. La flamme pâlit, vacilla et s'éteignit. Bill plongea un doigt dans le liquide et le retira vivement avec un sifflement retenu. Il eut un sourire d'excuse. « Brûlant, dit-il. Au bout de quelques secondes, il recommença et se mit à badigeonner les flancs du bateau où la paraffine, séchant rapidement, se transforma en une pellicule laiteuse. « Je peux en passer, moi aussi ?» demanda George. « Oui, mais n'en mets pas sur la couverture, sinon tu vas voir maman. » George plongea à son tour le doigt dans la paraffine encore chaude, mais insupportable, et barbouilla l'autre côté du bateau. « Pas tant, Troduc, fit Bill. Tu veux le faire couler dès sa première sortie ? Excuse-moi. Ça va. Mais fais attention. » George termina son côté puis tint le bateau dans ses mains. Il était un peu plus lourd, mais à peine. « Au poil, dit-il. Je vais aller le faire naviguer. »« Ouais, vas-y, répondit Bill, l'air soudain fatigué et encore patraque. « Je regrette que tu ne viennes pas. » George était sincère. Bill avait tendance à devenir autoritaire, mais il avait toujours les idées les plus chouettes, et il ne le frappait à peu près jamais. « Après tout, c'est ton bateau, ajouta-t-il. »« Moi aussi, j'aurais aimé venir, » fit Bill d'un ton morose. « Eh bien. » George dansait d'un pied sur l'autre, le bateau à la main. « Mets ton ciré, sans quoi tu vas te choper un rhume comme moi. Trop tard, sans doute. J'ai dû te refiler mes microbes. » « Merci, Bill. C'est un bateau super. » Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps et que Bill ne devait jamais oublier. Il se pencha sur lui et l'embrassa. « Ce coup-ci, tu vas vraiment l'attraper, Troduc, » dit Bill. Mais il avait tout de même l'air content et il sourit à son frère. « Et n'oublie pas de ranger ce bazar, sans quoi maman va grimper au rideau. »« T'en fais pas !» Il ramassa les objets et traversa la chambre, le bateau en équilibre instable sur la boîte de paraffine, elle-même de travers dans le petit bol. « Georgie !» George se retourna pour regarder son frère. « Fais attention. » »« Bien sûr. » Son front se plissa légèrement. C'était quelque chose que disait maman, pas son grand frère, aussi étrange que le baiser qu'il lui avait donné. « Bien sûr que je ferai attention. » Il sortit. Bill ne devait plus jamais le revoir. 3. Il courait donc à la poursuite de son bateau, du côté gauche de Witcham Street, aussi vite qu'il le pouvait. Mais le bateau prenait de l'avance, car l'eau dévalait plus vite encore. Son grondement allait s'amplifiant, et il s'aperçut qu'à une 50aine de mètres en contrebas, elle quittait le caniveau pour cascader dans un conduit d'urgence que l'on n'avait pas encore refermé. Il formait un grand demi-cercle obscur sur le bord du trottoir, et alors que George regardait dans cette direction, une branche dépouillée à l'écorce noire et luisante comme une peau de phoque s'engouffra dans sa gueule. Elle y resta accrochée un instant avant d'y disparaître. C'était là que se dirigeait son bateau. « Oh, merde et merdouille !» s'écria-t-il consterné. Il accéléra le pas et crut pendant quelques secondes pouvoir rattraper le bateau. Mais l'un de ses pieds glissa sur quelque chose, il alla s'étaler, s'écorchant le genou, avec un cri de douleur. De ce nouvel angle au ras du sol, il vit l'embarcation tourner 2 fois sur elle-même, momentanément prisonnière d'un tourbillon, puis disparaître. « Merde et merdouille !» cria-t-il de nouveau, frappant la chaussée du poing. Il se fit mal et les larmes lui vinrent aux yeux. Quelle stupide façon de perdre le bateau. Il se releva et s'approcha de la bouche d'égout. Il mit son bon genou à terre et regarda à l'intérieur. L'eau faisait un grondement creux en s'enfonçant dans les ténèbres, un bruit de maison hantée qui lui rappelait. Un cri étranglé sortit de sa gorge et il sursauta. 2 yeux jaunes le regardaient de là-dedans. Des yeux comme ceux qu'il avait imaginé le guettant dans la cave sans jamais les voir. « C'est un animal !» pensa-t-il de manière incohérente. « C'est tout ce que c'est. Un animal. Tout bêtement, un chat qui a été emporté là-dedans. » Il était cependant prêt à s'enfuir en courant. Il allait s'enfuir en courant dans 2 secondes, quand ses mécanismes mentaux auraient digéré le choc produit sur ses 2 yeux jaunes et puissants. Il sentait la surface rugueuse du macadam sous ses doigts, ainsi que l'eau froide qui les contournait. Il se vit se relever et battre en retraite, et c'est à cet instant qu'une voix,
Une voix agréable, au ton raisonnable, lui parla depuis la bouche d'égout. « Salut, Georgie !» fit-elle. George se pencha et regarda de nouveau. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était comme dans un conte de fées et comme dans ces films où les animaux parlent et dansent. Il aurait eu 10 ans de plus s'il serait resté incrédule. Mais il avait 6 ans, et non 16. Un clown se tenait dans l'égout. L'éclairage n'y était pas fameux, mais néanmoins suffisant pour que George Denbrough n'ait aucun doute sur ce qu'il voyait. Un clown, comme au cirque ou à la télé. Un mélange de Bozo et Clarabelle. Celui ou celle, George n'était pas très sûr, qui parlait à coups de trompe dans les émissions du dimanche matin. Le visage du clown était tout blanc. Il avait 2 touffes marrantes de cheveux rouges de chaque côté de son crâne chauve et un énorme sourire clownesque peint par-dessus sa propre bouche. Il tenait d'une main un assortiment complet de ballons de toutes les couleurs, comme une corne d'abondance pleine de fruits mûrs. Et dans son autre main se trouvait le bâton en papier journal de George. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» fit le clown avec un sourire. George lui sourit à son tour. Il ne put s'en empêcher. C'était le genre de sourire auquel on ne pouvait faire autrement que de répondre « Oui, bien sûr, je le veux. »« Bien sûr, je le veux. » fit le clown en riant. « Voilà qui est bien dit, très bien dit. Que penserais-tu d'un ballon ?»« Eh bien, oui. » Il tendit une main hésitante, puis se reprit. « Je ne dois pas prendre les choses que me donnent des étrangers. C'est ce que papa m'a dit. »« Ton papa a parfaitement raison, » admit le clown du fond de son égout, toujours souriant. « Comment ai-je pu croire, » se demandait George, qu'il avait les yeux jaunes. Ils étaient d'un bleu brillant et pétillant, comme ceux de sa mère ou de Bill. « Parfaitement raison. C'est pourquoi je vais me présenter. Georgie, je m'appelle Monsieur Bob Gray, aussi connu sous le nom de Gripsou, le clown cabriolant. Gripsou, je te présente George Denbrough. George, je te présente Gripsou. Eh bien voilà, nous ne sommes plus des étrangers l'un pour l'autre, pas vrai ?» George pouffa. « C'est vrai. » Il tendit de nouveau la main et de nouveau la retira. « Mais comment t'es descendu là-dedans ?»« La tempête nous a balayés, moi et tout le cirque, » répondit Gripsou. « Ne sens-tu pas l'odeur du cirque, Georgie ?» Georgie se pencha. Ça sentait les cacahuètes grillées, et le vinaigre, ce vinaigre blanc que l'on verse sur les frites d'une bouteille avec un petit trou. Ça sentait aussi la barbe à papa et les beignets frits, tandis que montait, encore léger mais prenant à la gorge, l'odeur des déjections de bêtes fauves, sans oublier celle de la sciure. Et cependant, en dessous, flottaient les senteurs de l'inondation, des feuilles en décomposition et de tout ce qui grouillait dans l'ombre de l'égout. Odeur d'humidité et de pourriture, l'odeur de la cave. Mais les odeurs du cirque étaient plus fortes. « Tu parles si je les sens !» s'exclama-t-il. « Tu veux ton bateau, Georgie ?» redemanda Gripsou. « Tu n'as pas l'air d'y tenir tant que ça !» ajouta-t-il en le soulevant avec un sourire. Il était vêtu d'un ample vêtement de soie fermé d'énormes boutons orange. Une cravate d'un bleu électrique éclatant pendait à son cou. Et il avait de gros gants blancs comme ceux que portent toujours Mickey et Donald. « Si, j'y tiens !» dit George, toujours penché sur l'égout. « Veux-tu aussi un ballon ? J'en ai des rouges, des verts, des bleus, des jaunes. »« Est-ce qu'il flotte ?»« S'il flotte !» Le sourire du clown s'élargit. « Et comment ? J'ai aussi de la barbe à papa. » George tendit la main. Le clown la lui prit. Et George vit changer le visage de Gripsou. Ce qu'il découvrit était si épouvantable qu'à côté, ses pires fantasmes sur la chose dans la cave n'étaient que des féeries. D'un seul coup de patte griffue, sa raison avait été détruite. « Il flotte !» chantonna la chose dans l'égout d'une voix qui se brisa en un rire retenu. Elle maintenait Georgie d'une prise épaisse de pieuvre, puis elle l'entraîna dans l'effroyable obscurité où grondaient et rugissaient les eaux, emportant leur chargement de débris vers la mer.
George détourna tant qu'il put la tête des ultimes ténèbres et se mit à hurler dans la pluie, à hurler inconsciemment au ciel blanc d'automne qui faisait ce jour-là comme un couvercle au-dessus de Derry. Des cris suraigus, perçants, qui tout au long de Witcham Street précipitèrent les gens à leurs fenêtres ou sous leurs porches. « Il flotte !» gronda la voix. « Il flotte, Georgie, et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !» L'épaule de George vint buter contre le rebord en ciment du trottoir, et Dave Gardner, resté chez lui à cause de l'inondation au lieu d'aller travailler comme d'habitude au showboat, ne vit qu'un petit garçon en ciré jaune qui hurlait et se tordait dans le caniveau, tandis que de l'eau boueuse et écumante transformait ses cris en gargouilles. « Tout flotte en bas !» murmura la voix pourrie et ricanante. Puis il y eut soudain un bruit affreux d'arrachement, une explosion d'angoisse, et George Denborough perdit connaissance. Dave Gardner fut le premier sur place. Il arriva à peine 45 secondes après le premier cri. Mais George était déjà mort. L'homme le saisit par le ciré, le tira dans la rue et commença lui-même à crier quand le corps de l'enfant se retourna entre ses mains. Le côté gauche du ciré était maintenant d'un rouge éclatant. Du sang coulait dans l'égout depuis le trou déchiqueté où se trouvait autrefois le bras gauche. Des os emmêlés, horriblement brillants, dépassaient du vêtement déchiré. Les yeux de l'enfant étaient grands ouverts sur le ciel blanc, et tandis que Dave se dirigeait d'un pas incertain vers ceux qui arrivaient, courant en désordre dans la rue, ils commencèrent à se remplir de pluie. Quelque part en dessous, dans l'égout déjà plein à ras-bord ou presque, jamais personne n'aurait pu tenir là-dedans, s'exclama plus tard le shérif du comté au journaliste du Daily News, dans un accès de rage qui frisait l'hystérie. Hercule lui-même aurait été emporté par le courant. Le bateau en papier journal de George fila le long des conduits obscurs en ciment, dans le grondement et le suintement de l'eau. Il avança quelques instants bord à bord avec un poulet crevé qui flottait sur le dos, ses pattes reptiliennes tournées vers le plafond dégoulinant. Puis à quelques confluents à l'est de la ville, le volatile fut emporté sur la gauche, tandis que le bateau de George continuait tout droit. 1 heure plus tard, tandis que la mère de George se faisait administrer un calmant en salle d'urgence à l'hôpital de Derry, et que Bill le bègue restait pétrifié, blanc et silencieux dans son lit, écoutant sans les entendre les sanglots rauques de son père lui venant du salon où sa mère jouait la lettre à Élise, au moment où George était sorti. Le bateau surgit d'une évacuation à la vitesse d'un boulet de canon et se retrouva sur un bif qui le ralentit, avant de le rejeter dans un cours d'eau sans nom. Lorsque 20 minutes plus tard, il déboucha sur la Penobscot, aux eaux gonflées et bouillonnantes, le ciel laissait apparaître ses premières déchirures bleues. La tempête était terminée. Le bateau plongeait, oscillait et prenait parfois l'eau, mais ne coulait pas. Les 2 frères l'avaient bien imperméabilisé. J'ignore où il finit par s'échouer, s'il s'échoua jamais. Peut-être atteignit-il la mer et y navigue-t-il pour l'éternité, comme les bateaux magiques des légendes. Je sais seulement qu'il était toujours gaillard à chevaucher les remous de l'inondation, lorsqu'il franchit les limites administratives de Derry, et par là même, et pour toujours, celle de ce récit.